bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous. Alors, quelques mots. On est dans le cadre d'une formule d'Atlampol, rendez-vous mensuel pour les acteurs de l'innovation, sur des thèmes variés. Une fois sur la propriété industrielle, une fois sur les questions RH, une fois sur les questions de financement. Aujourd'hui, c'est clairement le financement qui nous préoccupe et qui nous rassemble. Et on va s'intéresser à la question des fonds propres. Un petit mot sur la formule d'Atlampol. Donc, c'est un rendez-vous tous les mois qui habituellement se passe en présentiel. Mais bon, le mot habituellement commence à perdre de son sens depuis un moment. Ces derniers temps, c'est un webinar. Et c'est quelque chose que nous organisons avec 4 partenaires fidèles de l'innovation, donc CIC West, donc la banque, Inextinso, expertise comptable, Ypsilon, spécialiste en propriété industrielle, et Partema sur tous les aspects juridiques. Voilà, donc aujourd'hui, sur le thème lié au financement, de l'importance de constituer ses fonds propres et de maintenir ses fonds propres à un niveau suffisant pour assurer son développement. C'est un thème éminemment important. Toutes les entreprises ont connu évidemment cette crise du Covid. Alors, toutes n'ont pas souffert, de la même façon. En tout cas, ça a chamboulé un petit peu les ratios, les équilibres financiers, et il y a besoin de se projeter sur les mois et années à venir et de se structurer financièrement au mieux. Donc, on a réuni un certain nombre d'experts sur le sujet pour vous renseigner. Alors, Marlène Grignier, tout d'abord. Marlène Grignier, donc conseillère au CIC Ouest. Je vais vous donner la parole, vous détaillerez ensuite un peu vos missions respectives. On a avec nous Sébastien Gesbert, responsable innovation chez BPI France, pour les Pays de la Loire. On a également dans le domaine du financement Arnaud Géhen, président d'ABAB, Atlantic Business Angel Booster. Donc là, on est dans le monde on est chez les investisseurs. Voilà, c'est important d'avoir leur vision, leur analyse de la situation des entreprises et ce qu'ils peuvent apporter en termes de fonds propres aux entreprises du territoire. Johan Jutel, expert comptable, donc comme Marlène Grignier, donc partenaire des formules d'Atlampol. Johan Jutel, expert comptable chez Inextinso, il nous rappellera les bonnes règles en matière de fonds propres, nous rappellera ce que sont les fonds propres, pour qu'on parle tous de la même chose. Et puis Laurent Maury, dirigeant de Smart Macadam, merci d'être avec nous. C'est très important de s'appuyer sur des témoignages d'entreprises qui vivent problématiques de financement au quotidien, et c'est intéressant de faire un petit bout de chemin avec Laurent, qui va nous partager son historique du financement et puis peut-être nous donner quelques bons conseils. Voilà. Donc, quelques modalités. Vous qui participez à ce webinaire, vous pouvez poser vos questions. Pour ça, vous avez un chat qui est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas, tout au fil du webinaire, d'écrire vos questionnements. J'ai avec moi ma collègue Laurence Lavenot d'Atlampol, qui spécialiste sur les questions du financement d'ailleurs, va nous aider à peut-être rassembler certaines questions, les reformuler. En tout cas, aller au chat à votre disposition, et de temps en temps, je me tournerai vers elle pour rapporter vos questions auprès des intervenants.
Bien, pour mieux vous connaître, un petit tour de table rapide avant de commencer. Marlène Grenier, quelques mots sur votre activité. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis la responsable de la filière innovation au sein du CIC West. Alors, il faut savoir que le CIC West, c'est une banque de territoire qui est proche de ses clients et on accompagne les entreprises innovantes et les startups depuis plus de 20 ans maintenant ici à Nantes, notamment en étant partenaire d'Atlampol depuis, je crois bien, aussi longtemps que ça. C'est une nouvelle filière avec des chargés d'affaires dédiés à plein temps sur les entreprises innovantes et un concours en fin d'année qui s'appelle les Start Innovation Business Awards. Très bien, je crois que vous accompagnez. C'est pas un tiers des entreprises du territoire qui sont chez CIC West? 40% effectivement des entreprises innovantes sont chez CIC West, c'est chez CIC West, oui. Très bien. Sébastien, Bonjour à tous. Sébastien, je suis le responsable innovation pour la région des Pays de la Loire chez BPI France, Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement a pour rôle de financer les entreprises du territoire sous différentes formes, que ce soit des entreprises innovantes ou non innovantes, mais à travers des aides d'État, des appels à projets, des financements spécialisés, de la dette, des fonds propres également. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. En ce qui concerne plus précisément le financement de l'innovation, en Pays de la Loire, il y a une équipe de 6 chargés d'affaires qui maillent l'ensemble du territoire et que vous connaissez peut-être déjà, mais on va dire qu'une grande partie des entreprises innovantes, alors j'ai pas de ratio précis, font appel à BPI France pour des outils spécifiques et des dispositifs très incitatifs d'aide à l'innovation. merci. Arnaud, Arnaud Gem, donc je suis le président d'ABAB. ABAB, c'est une association qui regroupe des chefs d'entreprise. On est 143 membres, chefs d'entreprise, anciens chefs d'entreprise, qui considérons qu'on a eu de la chance dans notre parcours et que cette chance, on doit la repasser à d'autres. Notre objectif, c'est de financer les entreprises spécifiquement dans les Pays de la Loire. On ne prend que des sociétés qui ont leur siège dans les Pays de la Loire, de les financer au moment de leur démarrage et puis ensuite de les accompagner dans leur développement et de sortir au bout de 5-7 ans, une fois qu'elles ont une position qui leur permet d'aller courtiser des plus gros financiers, des industriels, la bourse. On a une société qui rentre en bourse le mois prochain normalement, qu'on a accompagné. Donc voilà, on finance le démarrage de l'entreprise et on apporte bénévolement, je le précise, on apporte du conseil aux chefs d'entreprise avec une certaine proximité et du temps en fonction des problématiques qu'il peut avoir et des compétences que nous, on peut avoir dans le réseau. donc Arnaud, évidemment, il représente ABAB et il va répondre à vos questions au titre d'ABAB, mais plus largement, il représente ici le monde des investisseurs. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour, qui s'adressent à des investisseurs en capital d'amorçage ou capital développement. Il ne faut pas hésiter à s'adresser à Arnaud. Johan Jutel. Bonjour à tous, Johan Jutel, expert comptable associé du cabinet Inextinso. Alors moi je vais un peu paraphraser Marlène parce qu'effectivement on est une équipe spécialisée dans l'accompagnement des entreprises innovantes dans toutes les spécificités mais aussi dans toutes les phases de sa vie, hein, de la création jusqu'à dans son développement et dans sa cession éventuelle ou le précisait Arnaud éventuellement sur la mise sur le marché financier. Nous, on est également partenaire depuis longtemps dans l'accompagnement des entreprises innovantes. On doit faire partie des 20 ans aussi qu'évoquait tout à l'heure Marlène. Donc, un accompagnement dans toutes les spécificités de l'entreprise sur les aspects de gestion, de fiscalité, de juridique et également en matière sociale. Donc, on a rencontré à peu près tout ce qui pouvait se passer dans les entreprises innovantes sur ces 15-20 dernières années. Donc, on a une bonne expertise sur le sujet.
Très bien. Bien. Et il nous reste Laurent Maury, donc dirigeant de Smart Macadam. Et puis voilà, ça tombe bien de finir avec ce tour de table avec Laurent, puisque Laurent, on va ensuite tout de suite démarrer avec votre histoire, votre parcours. Bonjour à toutes et tous. Oui, alors moi j'ai un parcours essentiellement dans le domaine des technologies numériques. J'ai eu la chance à plusieurs reprises d'être au bon endroit au bon moment. Je suis mathématicien de formation. Je suis très intéressé par l'intelligence artificielle depuis très longtemps, on va dire, bien avant que ce soit très à la mode. Et j'ai eu la chance dans ma vie de créer des choses comme 01net.com, que peut-être parmi les personnes qui assistent à ce séminaire qui connaissent. C'est un site web dédié aux technologies numériques, aux technologies innovantes, aux nouvelles techno. J'ai créé ensuite télécharger.com. Ensuite, j'ai été patron de libé.fr parce que je voulais absolument diriger une rédaction nationale dans le domaine des technologies numériques et essayer de faire évoluer le concept d'abonnement à la presse au travers des abonnements en ligne. Et puis ensuite, j'ai créé un certain nombre de startups. J'ai dirigé la stratégie du groupe Exalid pour jusqu'à la cession de ce groupe au groupe Dassault Systèmes, qui était le petit Google français. Et puis, j'ai créé un certain nombre de startups dans le domaine toujours dans l'innovation numérique autour de nouvelles pratiques. Par exemple, ce qui est devenu My Major Company, qui s'appelait à la base Music Angels, puis Fanshake, puis d'autres expériences. Et depuis, j'ai eu le malheur de perdre ma maman en 2012, qui est décédée de la maladie d'Alzheimer. Et à l'époque, j'étais bien trop occupé pour m'intéresser à cette pathologie, sauf que de manière récurrente autour de moi, il y a un certain nombre de neurologues dans ma famille, à commencer par dans ma propre famille, qui m'ont interrogé en me disant « mais t'es pas trop bête, tu connais les technologies numériques, tu connais bien l'IA, tu sais ce que c'est qu'une entreprise a priori, et pourquoi est-ce que tu réfléchirais pas à l'idée de mettre les technologies au service des seniors, de manière plus générale des personnes en situation de perte d'autonomie ». Et ça nous a pas mal occupé à partir de 2014, jusqu'à ce qu'en 2017, je décide de me lancer et de créer Smart Macadam, avec comme objectif de porter un premier projet qui s'appelle Mementop, MENTOP.com, et qui va arriver sur le marché cette semaine, ou plus tard en début de semaine prochaine. On est en pourparlers finaux avec Apple. Et il s'agit d'un construit socio-technique. Alors, c'est pas très vendeur de dire ça. On va dire que c'est une application, une gazette, un service de support et un ensemble d'activités de recherche autour pour arriver à fournir aux personnes âgées en situation de perte d'autonomie tous les moyens, que ce soit des moyens techniques, fonctionnels, logistiques, pour préserver leur autonomie le plus longtemps possible. Voilà ce qu'on fait au sein de Smart Macadam. L'entreprise a été créée, elle est ligérienne, elle a été créée à Nantes en 2018. Et alors, je suis ravi parce que dans ce panel, je confirme que nous sommes accompagnés par le CIC West. Donc, ce n'est pas Marlène, mais c'est Alain Criqui. Je pense que Marlène la connaît bien. On est aussi accompagné par plusieurs banques, le Crédit Agricole notamment et la BNP. Et donc, nous sommes également accompagnés par Atlampol depuis la création de l'entreprise. En fait, 2 mois après la création de l'entreprise, nous avons fait 2 choses immédiates. On a produit un rescrit fiscal pour travailler sur notre projet d'innovation et obtenir le statut de jeune entreprise innovante. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Et nous avons cherché un incubateur. On en a trouvé 2. On a été co-incubé par l'Institut Mines Télécom Atlantique, l'IMTA, et par Atlampol. Voilà, l'incubateur public. Alors, le sujet qui nous intéresse, c'est les fonds propres. Donc là, on est dans le cadre de la création d'une start-up qui développe des applications. Donc, il y a un temps de développement avant de pouvoir aller sur le marché. Donc là, on est en fin de premier développement. Vous allez pouvoir aller sur le marché dans les semaines qui viennent. Hein, c'est ça, Non, en fait, moi, en ayant porté pas mal de projets en B2C ou en B2B dans ma carrière, j'ai les cheveux blancs, je suis une vieille personne. J'ai la chance d'avoir une vision, de me permettre une vision à relativement long terme. On ne voulait pas juste faire une plateforme de plus
en disant, bah voilà, on fabrique un agenda d'activité pour les vieux et puis grâce à ça, ça va changer leur vie et ils vont gagner en autonomie. On a tout de suite compris qu'on est dans un pays où on peut faire financer un travail d'innovation sur une période relativement longue, à partir du moment où on arrive à réunir des partenaires académiques, à circonscrire un vrai projet de recherche, à mettre en face les bonnes personnes et à montrer à la fois à BPI, qui est un partenaire de Smart Macadam depuis la création, et puis à l'ensemble des acteurs académiques aussi, ou au CHU, enfin à l'ensemble des parties prenantes qui vont intervenir sur nos activités de recherche et de production, qu'on a l'intention de faire quelque chose qui a un sens et qui en plus générera de la propriété intellectuelle de manière durable, éventuellement réutilisable dans d'autres domaines que le domaine précis sur lequel on recherche. Donc, c'est une particularité. BPI appelle ça, je crois, une deep tech. Donc, une deep tech, c'est exactement Smart Macadam, c'est-à-dire une difficulté d'accès au marché, parce qu'il ne suffit pas de concevoir avec de l'expertise une petite plateforme, dans notre cas, il faut convoquer de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut convoquer un comité scientifique, il faut mener des campagnes d'expérimentation, il faut chercher en partenariat avec des académiques, des CHU, des professionnels de santé, puisque nous sommes un dispositif médical, non médicamenteux, mais dispositif médical quand même, numérique. Et tout ça nécessite une bonne coordination, une bonne vision d'ensemble et une conduite entre 3 à 5 ans avec une vision de la direction de l'entreprise. Donc oui, quand on décide de créer Smart Macadam, on se dit comment est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'on va avoir besoin de trésorerie. Alors nous, on va être capable de mettre de la trésorerie dans l'entreprise. C'est aussi l'engagement de l'entrepreneur, du porteur de projet. Donc nous, on avait décidé d'investir. On a commencé par investir en ne se rémunérant pas et en travaillant activement pendant 2017, 2018, 2019 sans être rémunéré. Donc là, il faut déjà les moyens pour le faire, bien entendu. Il y a peut-être des aides, je ne les connais pas, donc nous, on a fait ça comme ça. Et puis, tout de suite, de prendre les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire d'être accompagné par Atlampol pour comprendre quels sont les rouages du financement de l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire des fonds propres, pourquoi est-ce qu'on a besoin de fonds propres, quelles sont les limites ou les critères attendus par BPI notamment pour nous suivre, quels sont les critères et les limites attendus par les banques pour suivre ce que BPI va suivre le cas échéant, plus ou moins d'ailleurs, on a eu parfois des surprises bonnes ou mauvaises. Et puis arriver à faire que on se donne un délai pour sortir un produit, une première version sur le marché, qui n'est qu'une première version. Et puis derrière, cette version, elle nous sert un peu de cheval de Troie, c'est-à-dire qu'elle justifie l'acquisition de données qui vont entrer dans notre programme de recherche, dans nos 3 programmes de recherche. Et d'ailleurs, on continue avec BPI, puisqu'on l'expliquera peut-être un petit peu plus tard. Nous avons un dispositif de financement par cliquet, assez classique dans les dispositifs d'accompagnement des entreprises innovantes chez BPI, et dont on profite avec bonheur, parce que franchement, s'il n'y avait pas eu cette organisation, on n'aurait pas du tout pu financer notre programme de recherche. En termes de chiffres, comment vous avez évalué votre besoin en termes de fonds propres et puis combien vous avez réussi à mobiliser pour financer le développement de Smart Macadam, en tout cas sur ces premières années? Pour répondre à cette question, il faut juste que j'explique que nous avons écouté beaucoup de conseils et on a cherché à chaque fois à arbitrer pour le mieux du projet, pour protéger le projet et essayer de prendre des décisions en conformité avec nos objectifs et nos ambitions. Le premier conseil qu'on a écouté, c'est effectivement constituer des fonds propres de la manière la plus honnête qui soit. C'est-à-dire l'argent, ce n'est pas magique, ça n'arrive pas tout seul sur un compte et ça se dépense très vite. Donc, arriver à circonscrire un business plan au moins sur toute la première période, donc les 2 premières années d'opération, où on allait faire uniquement de la dette, on allait juste générer de la dette, pour concevoir un dispositif qui ait un sens sur le marché, restreindre aussi, travailler sur le concept de minimum lovable product de MLP, plus encore que de minimum viable product de MVP, pour arriver à attirer nos utilisateurs, parce que sans utilisateurs, on n'a pas de données, sans données, on n'a pas de recherche, sans recherche, on n'a plus de financement. Donc, on a réuni une sorte d'advisory board, de conseil de surveillance. Alors, bon, moi, j'ai la chance, comme je l'exprimais tout à l'heure, d'avoir un bon réseau. Donc, j'ai pu réunir des gens comme Florian Douetto, qui a créé Dataiku, comme un certain nombre d'individus, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, donc dans le domaine du web et des technologies numériques, qui nous ont partagé un peu leur expérience, leur expertise.
qui nous ont mis des… De la love money, là. Alors, même pas, là c'était purement du conseil pour arriver à qualifier notre besoin en matière de financement. Puis derrière, on nous a invités à créer une holding tout de suite pour porter les love monnayers, justement. Donc, on parlait de love money. Donc, nous, on a mis de l'argent dans une structure qui s'appelle Smart Macadam pour constituer la structure et en être les pleins détenteurs. Et puis, on a créé tout de suite en parallèle Smart Macadam Invest, qui est une autre SAS. Alors, ça a un peu un coût, mais ce n'est pas énorme. Et dans laquelle on a installé les love monnayers qui nous font confiance et on a pu, grâce à ça, réunir 165 000 € en love money juste sur le réseau. Alors attention, pas avec 3 coups de fil et en disant voilà, on a un beau projet, regardez, on va révolutionner le monde des seniors grâce aux technologies. Non, non, on a travaillé, on a fait une vidéo, on a participé au Web Today en 2019 à Nantes, ça a été enregistré, on a utilisé cet enregistrement pour promouvoir nos travaux de recherche, promouvoir notre envie de mener ce projet à bien. Et puis, donc, on a réussi à constituer un capital sur Smart Macadam Invest et avec une astuce juridique que connaissent bien les juristes. En ayant mis 1 € dans cette entreprise, je la représente quoi qu'il arrive au sein de Smart Macadam. Donc, ça me donne une action de préférence qui me donne en fait le pouvoir sur cette entreprise dans sa prise de participation dans Smart Macadam, ce qui nous a permis de faire une première augmentation de capital de Smart Macadam pour constituer des fonds propres de manière assez propre, tout en ayant une seule tête visible au conseil d'administration, enfin, ce n'est pas un conseil d'administration, mais au capital, dans la table de capitalisation de Smart Macadam, qui s'appelle Smart Macadam Invest et que je dirige. Donc ça a été un excellent conseil que nous avons suivi parce qu'il évite pour de futures entrées de fonds ou de business angels d'avoir des tables de capitalisation à rallonge. Je crois qu'on a eu 14 love monnayers pour réunir ces 165 000 €. Donc, il y a eu des gens qui ont mis des tickets à 30 000, d'autres à 25 000, d'autres à 5 000, d'autres à 1 000 même. Et donc, ça nous permet d'avoir une table de capitale qui soit très propre à présenter aux investisseurs potentiels. Derrière, de reposer ma question, Laurent. Votre objectif de mobilisation de fonds, c'était combien? Parce que là, vous avez réuni 165 000, c'est ça, par des love monnayers, mais quel était votre objectif? Alors, on avait bénéficié, là encore une fois, d'un deuxième conseil, qui était celui d'Atlampol, qui était si on pouvait de réunir 300 000 €. Donc, on a réuni 300 000 €. En fait, on a nous complété pour avoir 300 000 € de fonds propres sur Smart Macadam. Pourquoi 300 000 €? Parce qu'on regardait relativement loin et on avait envie… Alors d'abord, dans le séquencement des opérations, on est vraiment une start-up de recherche. C'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on développe comme technologie va nécessiter un investissement relativement important dans les activités de recherche. On ne fait pas juste de l'intégration de technologies existantes. 01net, c'était de l'intégration de technologies existantes. Ce n'est pas très compliqué. Exalit, c'était de la recherche. Là, c'est pareil. On est sur une activité de recherche. Donc, il faut qu'on finance ce travail de recherche et puis il faut qu'on finance tout ce qu'on va creuser dans notre activité de recherche une fois que notre produit sera lancé, donc dans les jours à venir. Alors, 300 000, eh bien parce que après avoir obtenu le statut de jeune entreprise innovante sur un rescrit fiscal, alors on l'a fait très sérieusement ce rescrit fiscal, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé d'écrire dedans ce que nous avions l'intention de faire en termes de recherche. On n'a pas pris ça comme une contrainte, mais comme une opportunité sur la recommandation d'Éric Voinzon, qui est notre conseil chez Atlampol, et qui nous a dit, mais profitez-en pour faire un vrai travail de cartographie de votre effort de recherche, ce qu'on a fait, et on a obtenu rapidement ce statut de jeune entreprise innovante qui nous permet d'embaucher des collaborateurs avec des charges moins élevées et en plus de pouvoir procéder au crédit d'impôt recherche avec un peu moins de difficultés. Donc 300 000 parce qu'on ciblait, dans les cliquets de BPI, on ciblait une bourse French Tech Seed, c'est-à-dire des options convertibles. Alors, ce sera sûrement décrit par les autres intervenants tout à l'heure, notamment la personne qui dirige BPI en Pays de la Loire, que je n'ai pas la chance de connaître. D'ailleurs, j'en connais pas mal chez BPI, mais on ne se connaît pas encore. Il faudra y remédier. Et donc, je savais qu'il y a un certain nombre de mécanismes de financement qui sont plafonnés aux fonds propres de l'entreprise. Et donc, nous, on ne voulait pas tomber sur ce plafond
parce que le plus on injectait de cash dans notre activité de recherche, le plus on serait libre pour mener vraiment, enfin, cartographier nos besoins de recherche et les mener du mieux qu'on peut, sans avoir de limite en termes de trésorerie et d'être pris à la gorge comme j'ai pu l'être dans des aventures précédentes. Voilà. Donc 300 000 euros, c'était notre condition sine qua non. Donc on a, eh bien, on a, comme on dit, mis au pot nous-mêmes pour arriver à ce montant. Est-ce que vous pouvez détailler les quelques outils financiers que vous avez mobilisés depuis? Bien sûr. Alors, on a commencé au tout début par s'intéresser à un programme qui est très malin, qui est proposé par BPI. Je vais faire beaucoup de pub à BPI aujourd'hui, je suis désolé. Il s'appelle C'est pas grave, il ne faut pas s'excuser. Ça s'appelait à l'époque le PTI, je crois que ça a changé de nom. PL2I. Voilà, c'est ça. À l'époque, c'était Premier pas en territoire d'innovation. C'est quelque chose qui se fait quasiment en ligne. On était soutenu pour ça. On avait rencontré, non, on n'avait encore rencontré personne à BPI. Alors, ça nous a permis d'avoir 7 000 euros à post-constitution de l'entreprise. Je crois qu'il y a même une aide avant la constitution de l'entreprise proposée par BPI en TTC, à peu près du même montant. Donc là, post-constitution de l'entreprise, on a fait faire une étude d'expérience utilisateur par Amélie Boucher, donc avec laquelle j'avais fait 01net.com et télécharger.com. Et donc, moi, on a mis 10 000 euros dans ce contrat et BPI en a mis 7 000. Donc ça a l'air de rien, mais c'est une aide incroyable parce que d'abord, BPI paye très vite, l'instruction est hyper rapide, ça a été très courtois. Ça nous a aussi permis de rencontrer les gens de BPI. Après, je suis allé à la rencontre de Simon Desmarais-Latrousse, puis plus tard de Morgan Huet, etc., pour essayer de leur faire comprendre ce sur quoi on travaillait. Et en fait, ce dispositif de cliquet post-PTI a été chez nous une bourse French Tech Émergence. Donc là, il s'agit de faire reconnaître l'entreprise comme une deep tech pour une participation de BPI de 90 000 euros sur un projet de 130, je crois. Donc là, vous voyez, quand même, on a une empreinte d'investissement de l'État qui est quand même assez forte. Je ne connais pas beaucoup de pays, pour échanger beaucoup avec pas mal de camarades à l'étranger, où on peut bénéficier de ce type de cadre de financement et de cofinancement. Et puis derrière, un an plus tard, eh bien, on avait qualifié nos activités de recherche, identifié nos partenaires académiques, notamment Nantes, Toulon et Paris, et puis l'IMT à Brest et à Nantes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a pu décrire précisément nos enjeux de recherche et obtenir une bourse French Tech Seed, c'est-à-dire 250 000 euros de ce qu'on appelle un emprunt obligataire. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de cette ingénierie financière, mais c'est assez pratique. C'est des options convertibles, on va dire, des OC, pour ceux qui en entendront parler plus tard. Ça nécessite, je crois, alors nous on était aidés par Atlampol pour passer en commission, qui est apporteur d'affaires officiel de BPI sur les OC, dans le cadre du FTS, de la bourse French Tech Seed. Ça nous a permis, sur un engagement financier de 600 000 euros de dépenses, d'obtenir 250 000 euros d'options convertibles, donc d'emprunts obligataires de BPI. Et en plus, on a obtenu une avance remboursable de 250 000 euros supplémentaires de BPI. Et à partir de ce moment-là, on a pu aller chercher un peu de crédit bancaire. Alors, on est sur un domaine, j'en parle sous le contrôle d'Arnaud, qui nous connaît bien, on est sur un domaine qui est la gériatrie, les technologies numériques et en particulier les maladies neuroévolutives, donc la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la chorée de Huntington, etc. Ce n'est pas quelque chose qui donne très, très faim aux investisseurs. On le sait d'abord parce que technologie numérique et senior s'opposent dans l'esprit d'un certain nombre d'individus, malgré le rapport Véran de l'année dernière, malgré un certain nombre de démonstrations de compatibilité entre les technologies numériques et les seniors. Il y a toujours cette espèce de frilosité parce qu'on a un grand-père qui est allergique au smartphone ou ce genre de choses. Tous, on en a tous un. Et en l'occurrence, on n'a pas forcément, on ne génère pas une appétence immédiate de la part des investisseurs ou même des banques par rapport aux technos sur lesquels on travaille et aux projets de recherche sur lesquels on investit. Malgré ça, on a réussi à être accompagné par 3 banques, donc le CIC, le Crédit Agricole et la BPGO. À l'équité, on a réparti les fonds en 3 pour un accompagnement qui est à peu près de 1 pour 1 vis-à-vis de l'effort de BPI. Ok, et donc pour conclure sur cette partie témoignage, donc vous m'avez dit que vous étiez une équipe de 11 là aujourd'hui, mais ça va se développer puisque ensuite il y a évidemment la
la commercialisation et le développement. Quelles sont vos prochaines étapes en termes de financement? Donc, c'est faire rentrer des investisseurs d'ABAB notamment? Je ne devrais pas dire ça devant Arnaud. Donc, alors, on est en train d'essayer de faire ce qu'on appelle un bridge, c'est-à-dire un tour de table limité à quelques centaines de kilos euros. On va chercher quelque chose comme 600K, entre 600 et 800K, on va dire, avec tout un tas de négos sur la valo. Moi, je ne suis pas du tout fermé à ça parce que la valo, ça ne veut pas dire grand-chose. Tant que le projet est protégé et qu'on a de quoi le financer, tout va bien. Donc oui, on va chercher entre 600 et 800K avec sans doute un fonds en ligne comme l'ITA, sans doute une participation du Crédit Agricole au travers de son fonds, de son véhicule Atlantique Vendée Innovation, AVI. Je l'espère, un collectif de business angels. Il faut encore que j'arrive à convaincre Arnaud que notre modèle économique a du sens. La bonne nouvelle, c'est que, indépendamment de ce financement, on va continuer nos travaux pour essayer de… L'intérêt, maintenant qu'on va avoir un produit là et qu'il va être commercialisé, on démontre qu'on sait le faire. Et en faisant ça, on est capable d'aller chercher de nouveau de l'aide. Alors ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est cet effet d'entraînement dans la recherche et dans le collectif d'innovation. Il existe vraiment en France. Et là, on va candidater à un programme Innov de chez BPI, en partenariat avec un très gros groupe d'EHPAD. Donc, j'en fais l'annonce un peu en avant-première, là, mais il y aura un communiqué de presse, pour aller chercher une version, on va dire, tablette de notre dispositif pour les résidents en EHPAD, et ça dans un modèle B2B, parce que les investisseurs n'aiment pas non plus tellement le modèle B2C. Mais en fait, on n'a pas choisi, il nous est imposé simplement par la frilosité du marché, des mutuelles, des partenaires de santé, dans le domaine de la gériatrie et des maladies neuroévolutives en particulier. Donc oui, on va continuer avec une prochaine levée de fonds, un bridge de quelques centaines de cas, parce qu'on sait que quand on va poser notre offre sur le marché, nous, on va faire notre boulot, on va travailler sur ce partenariat en B2B avec un gros programme de recherche sur 24 mois derrière, où on se fait peu d'illusions sur le financement BPI Innov sur une start-up jeune comme la nôtre, parce qu'on est jeune, même si on a un vrai beau projet qui a du sens et qui sera porté, il y a, je crois, un taux de succès extrêmement faible sur les… Évidemment, plus les montants grossissent, plus la sélection est élevée de la part de BPI, ce qui est tout à fait légitime et ce qui se comprend. Et puis, on profite quand même, et ça mérite aussi d'être mentionné, du crédit d'impôt recherche qui nous permet, parce qu'on fait vraiment de la recherche à peu près à tous les étages dans l'entreprise, on va commencer à faire de la commercialisation maintenant, mais jusqu'à maintenant, on a cherché à mettre en place ce dispositif, à le développer, à lui donner vie et à l'installer sur ces marchés. Et pour ça, on a quand même sur un volume d'une dizaine de collaborateurs, un peu plus de 100 000 euros de crédit d'impôt recherche qu'on a appelé là sur 2020. Et ça, c'est une chance aussi assez extraordinaire. En bénéficiant de l'accompagnement par le statut JEI avec une réduction des charges et du crédit d'impôt recherche, faut innover, il ne faut pas hésiter à innover, il ne faut pas hésiter à assumer de faire de la recherche, à l'accepter et à pousser les projets de recherche. Parce que moi, je vois, donc je suis mathématicien et j'ai énormément d'amis qui sont partis monter des entreprises à l'étranger et ça me rend fou. On a tous les chercheurs, tous les collectifs de recherche, que ce soit en académique, en milieu hospitalier, ça crée un ferment extraordinaire. Il ne faut pas que ces technologies s'en aillent. En tout cas, les crédits d'impôt recherche jeunes entreprises innovantes sont des facilités évidemment importantes en termes de trésorerie, mais ce n'est pas des fonds propres. Hein, mais évidemment, ça contribue évidemment à la capacité des jeunes entreprises de se développer. On va voir s'il y a des questions côté Laurence. Juste avant, Laurent, vous êtes quand même un très bel exemple d'ingénierie financière qui a pris le temps et qui s'est constituée dans le bon ordre, parce que c'est ça aussi, il faut arriver à aller chercher les fonds dans le bon ordre pour pouvoir jouer cet effet levier. Au démarrage, vous aviez mis combien dans l'affaire? Alors, on a créé Smart Macadam avec 10 000 euros quand on a déposé le capital et on a fait une augmentation de capital de 140 000 tout de suite. D'accord. D'accord, mais bon, vous êtes bien la preuve qu'on peut arriver à voir grand et loin, parce que votre objectif, c'est de voir loin et d'accéder aux outils de BPI France, donc French Tech Seed, BPI Innov, etc., en démarrant petit. C'est bien.
Allez, je profite de cette antenne juste pour dire que dans 5 ans, nous devrons être le leader européen au niveau de l'utilisation des technologies numériques pour la préservation de l'autonomie. Voilà. J'avais fait à peu près cette annonce quand j'ai créé 01net 3 ans avant l'hégémonie de 01net sur CNET, ZDNet et autres. Voilà, je fais la même. Voilà, officiellement, nous devrons être le leader européen en matière d'utilisation des technologies numériques pour la préservation de l'autonomie des personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap. Et on commence par l'âge et la maladie qui sont très collectivisantes en termes de prédicats pour nos activités de recherche. Bon, et puis on sera tous concernés par l'âge. Hein. J'espère qu'on sera moins concernés par la maladie, mais par l'âge. Voilà. Ok, je me tourne vers Laurence. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants? Pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas. Rien dans le chat pour l'instant. D'accord, ça va se réveiller, je pense. Voilà, bah, c'était très intéressant. Moi, je me tourne. Alors, évidemment, ça évoque quelques questions pour Arnaud, pour le monde bancaire. Mais avant, alors déjà, est-ce qu'il y a des réactions ou questions déjà pour Laurent de la part des autres intervenants avant que je passe la parole à Johan? N'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir, prenez le micro. Voilà. Bon, donc vous vous réservez, c'est bien. Alors, je veux bien prendre la parole un petit instant, très rapidement. Merci Laurent pour ce témoignage. C'est vrai que vous êtes une très belle illustration du financement de l'innovation un peu made in BPI France, et on a tendance à l'appeler, à le définir à travers un continuum d'innovation. Faut préciser aussi peut-être que les dispositifs dont vous avez parlé, alors c'est une partie des dispositifs pouvant être mis en place par BPI France, et j'en profite pour préciser aussi, puisque je vois qu'il y a le logo de la région des Pays de la Loire, que certains de ces dispositifs, et notamment je pense aux tout premiers qui sont les PL2I, sont en partie aussi financés par la région. Donc il y a bien souvent, alors chaque région est organisée différemment évidemment, mais il y a des conventions également qui permettent d'abonder en fait à travers nos dispositifs, et ce qui a un effet plutôt très positif. Oui, merci Sébastien. Johan, si je retrouve ma slide, voilà, j'ai sous la main quelques pages que tu as préparées pour nous rappeler en fait ce que sont les fonds propres et comment les constituer. Donc, je te cède la parole. Merci Bernard. Effectivement, l'objectif qui m'a été confié, c'est de vous faire un vernis sur la notion de fonds propres et puis d'aller un petit peu plus loin sur les sujets et peut-être sur quelques vocabulaires, parce qu'on entend parler de plafonnement des fonds propres, d'effet de levier. Donc, c'est vrai que c'est des éléments qui sont importants sur ces sujets. Donc, tout d'abord, pour commencer, c'est tout simplement la définition des fonds propres. Qu'est-ce que les fonds propres? Alors là, c'est un peu de théorie, mais ça a le mérite d'être rappelé. C'est un élément qui fait partie de ce qu'on appelle le passif au niveau du bilan de l'entreprise. Donc, il est composé d'un certain nombre d'éléments qu'il faut avoir en tête. Donc, le capital social, c'est on va dire, c'est le montant qui a été déposé initialement à la création de l'entreprise ou qui peut avoir évolué lors d'augmentation de capital. Laurent on a parlé tout à l'heure lors de la constitution de Smart Macadam du montant de capital qui avait été, on va dire, collecté. Ensuite, on a un deuxième élément qui va venir dans un deuxième temps à l'occasion principalement des levées de fonds et des augmentations de capital, c'est la prime d'émission. Donc la prime d'émission, elle constitue une partie des fonds propres et elle caractérise finalement la différence entre la valeur de la société à l'instant T de l'augmentation de capital et la valeur d'origine du capital social, donc ce qu'on appelle la valeur nominale du capital. Donc la différence entre les deux vient se loger dans cette partie qu'on appelle la prime d'émission. Il faut savoir que cette prime d'émission, elle peut ou pas être intégrée au capital social de la société.
On a d'autres éléments constitutifs qu'on retrouve régulièrement, c'est les réserves légales et statutaires. Donc les réserves légales et statutaires, elles sont positives. Elles sont constituées par les bénéfices antérieurs qui n'ont pas fait l'objet d'une distribution de dividendes, qui n'ont pas été reversés aux actionnaires, et qui s'apparentent un petit peu aussi au report à nouveau, puisque le report à nouveau, je l'ai également indiqué avec la même définition, sauf que le report à nouveau, il peut être négatif, c'est-à-dire que lorsqu'on a généré un déficit sur une année, on va l'imputer sur le report à nouveau, donc il va venir, s'il est débiteur sur le report à nouveau, il va venir finalement dégrader nos fonds propres. C'est toujours la même chose, sinon ça peut être du bénéfice qui n'a pas été mis qui n'a pas été distribué, qui n'a pas été mis en réserve. L'autre élément, l'autre composante, c'est le résultat de l'année en cours. Le résultat de l'année en cours, effectivement, en fonction de son positionnement positif ou négatif, il va venir influencer les fonds propres. Tout à l'heure, on parlait de dispositifs JEI, CIR, C2I. C'est sur ces éléments-là que ces dispositifs vont agir, puisque le GUI permet de minimiser les charges sociales, donc quelque part de générer un produit dans l'entreprise. De la même manière, pour le crédit impôt recherche, ça constitue un produit, donc ça augmente le résultat ou ça réduit le déficit. Donc c'est un impact indirect, mais effectivement c'est une source de renforcement des fonds propres. On ne détaillera pas ces dispositifs aujourd'hui parce que ça mérite un temps beaucoup plus long, mais je partage l'avis de Laurent sur le fait que c'est des vrais accélérateurs et des éléments dont il faut bénéficier avec cette sécurisation qui a été indiquée du rescrit fiscal qui me paraît indispensable. Deux autres éléments un peu moins pratiqués ou un peu moins connus, c'est les subventions d'investissement. C'est la possibilité, en fait, lorsque vous percevez une subvention qui finance une immobilisation, un bien durable, de le constituer de l'intégrer en fait à ses capitaux propres et de l'amortir, en tout cas de la diminuer au même rythme qu'on va amortir nos amortissements et donc le bien qu'on a acheté. Et le dernier, je l'ai mis pour la forme, c'est les provisions réglementées. C'est du jargon comptable, donc je vais vous en faire grâce pour aujourd'hui, parce que ça vous apportera pas grand-chose. Donc c'est ce cumul de points qui vont venir dans les constituer les capitaux propres, les fonds propres. Là, je vous ai mis pour mémoire ce qui était un bilan. Donc le bilan, je rappelle, c'est une photographie à l'instant T qui est la clôture de l'exercice du patrimoine de l'entreprise, ce qu'elle doit d'un côté, donc la partie passive, et ce qu'elle a de l'autre côté, la partie active. Et dans ce qu'elle doit, on met les capitaux propres dans ce qu'elle doit, puisque c'est un montant qu'elle doit à ses actionnaires, au même titre qu'une dette financière ou des provisions. Donc on le retrouve toujours en haut à droite. Et pour information, j'ai ajouté cette flèche là qui est un peu le rappeler que plus on est en haut du bilan, plus on est sur une notion de long terme, et plus on va vers le bas, plus c'est des éléments de court terme. Donc après, la question, c'est de savoir à quoi servent les fonds propres. Donc sur leur utilité, alors on en a parlé tout à l'heure, la première utilité, c'est financer l'entreprise. C'est quand même on va dire la partie cash qui va permettre de financer l'entreprise et son développement. C'est aussi une notion ça permet de s'endetter plus facilement. Je pense que Marlène nous en parlera tout à l'heure. À partir du moment où vous avez des fonds propres significatifs et constitués et rassurants, plus les établissements vont être prêts bancaires vont être prêts à vous faire des financements. Et donc, c'est un peu une garantie pour ces tiers qui vont prêter. Un élément là qui est plus annexe ou en tout cas qui se déroule un peu plus tard, c'est éventuellement la distribution de dividendes, c'est-à-dire que ces fonds propres peuvent être reversés aux actionnaires. Et c'est là qu'on parle tout à l'heure, on parlait de ce cumul de fonds propres et donc du plafonnement. Beaucoup d'aides, en fait, beaucoup de subventions, d'aides de financement sont capées, plafonnées au niveau de fonds propres. Donc, effectivement, lorsqu'on arrive à ça, il faut se dire, est-ce qu'on a d'autres moyens est-ce qu'il y a d'autres fonds propres? Est-ce qu'il existe d'autres moyens de constituer des fonds propres? Et là,
on a ce qu'on appelle le compte courant d'associé, donc qui est un complément qu'on appelle souvent une notion de quasi-fonds propres. Donc ça, c'est la possibilité par les associés de l'entreprise de prêter de l'argent à leur entreprise sous la forme de ce compte courant. Alors, l'avantage du compte courant par rapport à une augmentation de capital, c'est qu'il ne demande pas de formalisme particulier. Donc, c'est un simple versement. Après, il peut être réglé dans la vie de l'entreprise, mais c'est un simple versement. C'est un avantage, sa facilité. L'inconvénient inverse, c'est que sa facilité fait qu'il ne garantit pas complètement les tiers, puisqu'il est remboursable à tout moment, sauf si on met ce qu'on appelle une convention de blocage du compte courant. Donc, on le bloque sur une certaine période, qui peut être la durée d'un financement ou la durée d'une subvention ou autre. Donc, l'avantage, c'est sa facilité de fonctionnement. L'inconvénient, c'est sa liquidité pour le tiers ou pour le financeur, sauf mise en place d'un blocage en compte courant. J'ai rappelé simplement qu'on pouvait, c'est souvent par ce biais-là que les prêts d'honneur passaient. Hein, donc, quand on dit prêts d'honneur, c'est les prêts initiatives, c'est les prêts Réseau Entreprendre, Airbus, Total Développement. Ils vont être crédités sur ce compte courant, et chaque mois, on viendra débiter ce compte courant du montant du remboursement du prêt d'honneur, en tout cas de l'engagement de l'associé qui a souscrit le prêt d'honneur. Sur la présentation des fonds propres, on a quelques axes de présentation. Alors, j'ai appelé, par rapport aux comptes annuels, quelques axes de réflexion. En l'occurrence, on a la possibilité, lorsque on respecte un certain nombre de critères, et je suis très vigilant à la réalité de ces critères, hein, puisque le but étant, encore une fois, de donner une image fidèle des comptes de l'entreprise, mais on a possibilité de comptabiliser une partie de nos dépenses de développement en immobilisation. L'intérêt de ce dispositif, c'est que ça permet de créer une immobilisation, donc un actif, et d'enlever un certain nombre de charges de fonctionnement ou d'exploitation qu'on a pu comptabiliser en exploitation, les enlever des charges pour les affecter sur une immobilisation et donc les amortir sur une durée qui va varier entre 3 et 5 ans en fonction de la nature du projet qui est développé. Mais il y a des vrais critères d'activation, il y a une vraie réflexion à mener, puisque si on utilise à outrance ce système-là, ça veut dire qu'on va quelque part créer un actif fictif qui va pas du tout sécuriser qui que ce soit, quoi, puisque les lecteurs de comptes annuels habitués à l'innovation savent reconnaître des frais de développement immobilisés. Donc, il faut que derrière, on soit capable de les justifier par un certain nombre d'éléments que je vous ai indiqués. Un projet qui doit être nettement individualisé. Donc, c'est pas tous les projets de l'entreprise et c'est un fourre-tout de dépenses. Donc, on doit pouvoir l'évaluer de manière fiable. Hein, donc, ça veut dire éventuellement d'avoir une comptabilité analytique sur le sujet. On doit aussi avoir une notion de faisabilité technique. Donc, la faisabilité technique, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine certitude de pouvoir aboutir à la réalisation du projet. Alors, c'est pour ça qu'on distingue bien les frais de développement des frais de recherche. Hein. On est dans le développement d'un produit, on n'est pas dans les frais de recherche, puisque les frais de recherche, par nature, il y a un aléa de réussite plus fort. On doit, dans les autres critères, avoir l'intention d'achever ou de l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'envie d'aller au bout du projet et d'être capable d'aller au bout du projet et de le financer. C'est-à-dire que si on n'a pas de financement assuré pour aller au bout du projet, qu'on a une incertitude sur ce sujet-là, ça voudrait dire qu'en cours de projet, on pourra se retrouver avec un actif, encore une fois, qui n'a plus de valeur parce qu'il n'a qu'une valeur qu'une fois qu'il est constitué globalement. Et puis un point, et là qui paraît un peu normal, je veux dire, et traditionnel, c'est qu'il faut qu'il soit porteur d'avantages futurs. C'est-à-dire que si économiquement, il n'y a pas un apport positif à l'entreprise sur son chiffre d'affaires à l'avenir et sur sa rentabilité,
on pourra pas l'activer. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir positionner la charge de ce développement au même moment ou au même niveau que le produit qui va générer. Voilà. Donc, c'est une solution à manier avec prudence, puisque en fait, c'est une option qu'on fait, et à partir du moment où on a une option en matière de position sur les frais de recherche et développement, on doit la maintenir dans le temps. Donc, il faut être très vigilant. L'idée étant de ne pas mettre, comme je dis souvent, la poussière sous le tapis pour qu'elle ressorte un peu plus tard. Sur les autres éléments envisageables, on a parlé des comptes courants tout à l'heure d'associés. Donc, les comptes courants d'associés, il faut savoir que à tout moment, l'associé peut abandonner son compte courant. Ce qui veut dire qu'il peut renoncer au fait que l'entreprise lui doive ce compte courant. Et donc, alors on l'a sorti généralement d'une clause de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire que quand la situation de l'entreprise se remet dans un schéma plus de rentabilité après le développement, par exemple, du produit ou la mise sur le marché, on reconstitue ce compte courant. L'avantage de cette opération, c'est que dès qu'on annule une dette, on crée un produit. Donc, dès qu'on crée un produit, on va remonter le résultat de l'entreprise. Et donc, si on remonte le résultat de l'entreprise, on a un impact sur les fonds propres qui soit encore plus positif, soit un peu moins négatif. En tout cas, ça permet d'améliorer la notion des fonds propres. C'est aussi un bon signe vis-à-vis des financeurs, puisque ça veut dire qu'on se met en position de continuer à accompagner son entreprise et que même on renonce à certains droits dont on pourrait avoir pour les reporter sur une période un peu plus tard. Un autre point qui est très spécifique, c'est les subventions d'investissement. Dans certains cas de figure, il est plus intéressant au niveau des fonds propres de passer par le biais des subventions d'investissement que passer par les subventions d'exploitation, ce qui est souvent fait, à condition, bien entendu, que ces subventions financent un bien qui a fait l'objet d'une activation dans les comptes et donc qui est comptabilisé dans les immobilisations. C'est des cas très spécifiques, mais ça vaut le coup de l'évaluer parce que il peut y avoir un impact favorable sur les fonds propres. Et enfin, une mesure qui est un peu d'actualité, mais qui va s'adresser à certains cas de figure qu'on peut quand même identifier comme assez rares, mais je voulais quand même vous en parler. C'est la possibilité de réévaluer librement ses actifs corporels et financiers. Donc, ça veut dire le sujet facile, c'est l'immeuble. Hein. L'immeuble qui est en valeur nette comptable dans l'entreprise pour une valeur X et qui vaut X plus un certain montant. On a la possibilité de le revaloriser à ce montant, à ce nouveau montant, un montant de marché, et avec un traitement de neutralisation fiscale. Donc, ça peut être, dans certains cas de figure, intéressant. De la même manière que quand on parle des frais de recherche et développement, quand on fait une réévaluation, elle ne porte pas que sur un bien, elle porte sur l'intégralité des actifs et corporels et financiers de l'entreprise. Donc, c'est ces 4 mesures qui peuvent vous permettre d'avoir une présentation un peu différente et je dirais un petit peu optimisée de vos fonds propres. Pour finir, un petit point de vigilance, la notion d'entreprise en difficulté au sens du droit européen, il y a une vigilance à avoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise a plus de 3 ans d'existence et qu'on a une notion de capitaux propres inférieure à la moitié du capital social, le capital social entendant également les primes d'émission, donc vous devez être vigilant en fin d'année à regarder ces points-là. On est caractérisé en entreprise en difficulté, ce qui veut dire que ça coupe l'accès à un certain nombre de financements publics. Donc, c'est un point de vigilance qu'il faut opérer parce que sinon, donc ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, d'utiliser une des solutions type l'abandon de compte courant qui permet de remonter les fonds propres parfois du montant qui peut manquer pour ne plus être dans cette situation particulière. Donc, c'était les quelques points on va dire de techniques fonds propres qu'il fallait avoir en vigilance pour optimiser ou en tout cas avoir
une utilisation maximum des dispositifs d'accompagnement, tout en restant, je le précise, dans la cohérence économique du projet. L'idée de tout ça, c'est pas d'optimiser pour optimiser et pour se mettre en danger, puisque de toute façon, ça se verra à un moment ou un autre. Mais lorsqu'on qu'on étudie bien ces paramètres-là, on est à la fois dans la bonne règle et comptable et fiscale, et donc sans volonté d'occulter une situation qui peut être compliquée des fois. Très voilà bien, pour ce point un peu technique, les ERP. Merci. Ce qu'on entend, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son expert comptable pour être conseillé au mieux sur. On a compris qu'il y avait un certain nombre de petites subtilités qui restent dans les règles et qui permettent d'optimiser ses fonds propres. Alors, on a quelques questions pour Johan. Allons-y, Laurence. Donc, une première question qui était la différence entre les capitaux et les fonds propres. Et puis ensuite, une question sur les prêts participatifs. Les capitaux, les capitaux propres et les fonds propres, c'est la même notion. C'est surtout que dans les notions de fonds propres, souvent on intègre la notion de quasi-fonds propres et donc de compte courant. Mais la définition est la même. D'accord. Alors pour les prêts participatifs, les prêts participatifs, je pense qu'on va orienter la question vers Sébastien et Marlène. Tout à fait. Alors la question, c'est est-ce considéré comme des quasi-fonds propres ces prêts participatifs et est-ce qu'il y a une différence de présentation dans le comptable avec le prêt classique? Je ne sais pas si Sébastien veut répondre. Sébastien, je le vois bloqué. Tu veux y répondre, Johan? Non, mais vas-y, je compléterai par rapport à ta réponse sur l'aspect peut-être plus comptable. Le prêt participatif, c'est quand ce n'est pas considéré comme un endettement bancaire classique, donc ce n'est pas au même endroit dans le bilan, et c'est plutôt considéré comme des quasi-fonds propres. Est-ce qu'il y a une différence d'analyse par les tiers? C'est aussi qui était précisé. Alors, est-ce qu'il y a une différence d'analyse par les tiers? La question est assez vague. Est-ce qu'il y a une différence d'analyse quand nous on analyse un dossier, à savoir si on différencie le prêt participatif de l'endettement bancaire? Oui, parce que les maturités ne sont pas forcément les mêmes sur les prêts participatifs que sur l'endettement bancaire. On peut rajouter que le prêt participatif est sur une durée beaucoup plus longue, donc elle donne un engagement de l'entreprise sur une période plus longue, donc c'est pas tout à fait les mêmes engagements et donc le terme de maturité est effectivement adapté. À propos des prêts participatifs, Sébastien, est-ce qu'on a de l'actualité sur le prêt participatif de l'État, le prêt participatif Relance qui a été annoncé? Alors, je n'ai pas d'informations spécifiques à ce sujet et à vous communiquer aujourd'hui. Non, pas vraiment. D'accord, parce que ce qui était annoncé, ce que j'avais lu, c'est que c'était à partir normalement d'avril jusqu'en juin 2022 de mémoire et que ça concernait tout type d'entreprise, de la TPE à l'ETI qui avait besoin de financement long pour l'aider dans son développement. Mais du coup, ça concerne tous nos auditeurs. Et voilà. Je ne peux que confirmer. D'accord. Ok, on va suivre ça de près. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Laurence? Je ne vois pas d'autres questions, en espérant que je vois bien toutes les questions. Alors, je me permets, moi, de reprendre la main sur des questions que je pose à l'ensemble des intervenants. On lit souvent que les entreprises françaises sont pas assez capitalisées, manquent de fonds propres, notamment par rapport à l'Allemagne. Est-ce que vous confirmez et
qu'est-ce que vous observez? Donc, je vous pose la question. Tu veux que je réponde éventuellement, Bernard? Il y a une vraie, il y a une communication qui est faite au niveau politique à l'heure actuelle pour effectivement relancer la capitalisation des entreprises en Europe. Et ça, c'est comparativement au marché américain. On dit effectivement que les entreprises sont sous-capitalisées en Europe, ce qui n'est pas vrai, mais il y a une facilité d'accès à des financements importants aux États-Unis qui est beaucoup plus importante qu'en France. En fait, il nous manque en France une vingtaine de milliardaires, des personnes qui investissent lourdement dans des entreprises dès que les entreprises cherchent à lever des fonds. On aurait ces 20 milliardaires qui s'intéresseraient au marché français de la capitalisation, au marché européen de la capitalisation. On aurait un marché complètement similaire au marché américain. On ne les a pas pour l'instant, ils vont venir, ça va venir petit à petit. Il y a une mouvance à l'heure actuelle pour dire effectivement qu'il faut lever de plus en plus, qu'il faut valoriser les entreprises de plus en plus. Et cette mouvance, c'est dans la même logique, essayer d'avoir des capitaux propres les plus importants possibles. Est-ce que maintenant il y a une différence entre la France et l'Allemagne? Je ne crois pas, très honnêtement, je ne crois pas. Si on regarde le financement européen des jeunes entreprises, la France est la seconde en Europe, juste derrière l'Angleterre. Nous sommes ceux qui finançons le plus la croissance et l'émergence d'entreprises, avec des montants significatifs, et quand on ramène le montant par entreprise, c'est également dans les 2 premières places. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que vis-à-vis de l'Allemagne, on est en retard, vis-à-vis des États-Unis, sur des dossiers que les fameux futurs dossiers licornes, ou les dossiers qui sont des dossiers licornes, comme celui de Laurent, par exemple, à un moment ou à un autre. Effectivement, là, on n'a pas encore aujourd'hui le tissu économique adapté et les investisseurs en face pour lever des montants qui s'élèvent tout de suite à 4, 5, 10, 15 millions d'euros dès une première levée. Ok, donc sinon rassurons sur le fait que voilà, on n'a pas à rougir par rapport à d'autres pays européens. Voilà. Pas du tout. Je vous invite à aller regarder les statistiques de France Invest et vous verrez qu'on est extrêmement bien placé. Alors, une question pour, je pense, Sébastien. Quels sont les critères pour obtenir une subvention Deep Tech? Alors, une technologie de rupture, un lien fort avec la recherche académique. C'est vraiment quelque chose qui est prépondérant et qui est systématique à tous les dossiers deep tech. Donc, et un time to market long, particulièrement long. Voilà. Donc, c'est vraiment les 3 critères principaux, alors qui évidemment ne donnent pas de facto droit à une subvention BFTE. Hein. Il y a un parcours, après, il y a un process d'analyse qui se fait par les équipes de BPI France, à la fois localement, mais qui est aussi validé par notre direction Deep Tech à Paris. Et voilà, donc c'est majoritairement ce qu'il faut en retenir. Après, si peut-être tu peux lire entre les lignes de la question, le lien éventuellement avec les fonds propres. Alors, il y a beaucoup de dispositifs, effectivement, ça me permet de faire la transition peut-être, mais beaucoup de dispositifs BPI France qui ont un lien très fort avec les fonds propres. Alors, parfois, on est à parité, parfois on est à la moitié des capitaux propres de la société, parfois on est au double des capitaux propres, ça dépend des produits et je pense que ce serait un petit peu long de tous les détailler aujourd'hui. Pour ce qui est des subventions, c'est un petit peu différent, on va chercher quand même la cohérence dans le plan de financement. Si vous voulez, il n'est pas inscrit qu'il faut une parité systématique de 1 pour 1. Alors, par exemple, la bourse French Tech Émergence, qui est vraiment le dispositif lié à la Deep Tech, bon, une subvention de 90 000 euros, plafonnée à 90 000 euros, sur des technologies ou en tout cas des projets très, très en amont, on peut comprendre qu'il soit parfois difficile d'avoir une parité
parfaite de 1 pour 1. Néanmoins, on va être attentif à ça. Et évidemment, ça va faire partie du critère d'appréciation. Et finalement, c'est ce qui se voit un petit peu dans tous les projets qu'on peut observer, mais il y a quelque part une mise en concurrence des projets, on va pas se le cacher. Et force est de constater que la notion de fonds propres est un critère qualitatif en soi. Donc c'est quand même très important, sans pour autant qu'il soit systématiquement, comme je vous le disais, exigé. Voilà. Alors pour les dispositifs vraiment incitatifs d'aide, hein. Après, pour une logique de financement plutôt à travers quelque chose d'un peu plus structuré, peut-être un prêt. Alors et puis Marlène pourra également confirmer. On est on a un autre regard. Et ce qui était dit tout à l'heure par Johan était très juste. On va vraiment regarder le plan de financement et puis la capacité de l'entreprise, évidemment, mener avec les aides, mais pas que, son programme de R&D. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment observé et très important. Si je peux me permettre d'intervenir sur la notion de DIP, et je fais référence à un dossier que je connais bien, et c'est Laurent qui tout à l'heure abordait cette notion de DIP. Cette notion de DIP, il faut s'en méfier un tout petit peu en fonction du type de financement que vous voulez aller chercher. Si jamais vous voulez aller chercher un financement auprès de Business Angels, c'est-à-dire des financements qui tournent schématiquement entre 100 000 et 350 000, 400 000 euros, attention à l'utilisation du mot DIP. Parce que le mot DIP insinue de la recherche, insinue du temps long, insinue des montants à investir importants. Et par conséquent, on a beaucoup plus à faire à des financiers qui vont être des fonds d'investissement, qui vont s'intéresser à la recherche, qu'à du business angel. Il faut faire attention parce que si on est au début de l'aventure, les fonds ne s'intéressent pas beaucoup au début d'aventure. Les fonds s'intéressent une fois qu'on a passé le cap du développement, où on est vraiment, la recherche a déjà bien avancé et il commence à y avoir des POC, des vrais POC avec des flux de commercialisation importants. Et les fonds s'intéressent à vous à ce moment-là. C'est-à-dire que si jamais vous utilisez le mot DIP en amont, il faut être prudent parce que soit vous avez une technologie qui est vraiment émergente et qui a vraiment un potentiel énorme, et à ce moment-là, on va s'intéresser à vous, quoi qu'il advienne, même si on sait qu'on a 5 ans, 10 ans de recherche. Soit on n'arrive pas à identifier suffisamment bien, et Laurent l'a bien dit tout à l'heure, on n'arrive pas à identifier suffisamment bien, on est un peu frileux, on est un peu peureux, et le mot DIP va nous faire peur parce qu'on va se dire on va financer de la recherche pendant 5, 10, 15 ans, et on pourra envisager éventuellement de sortir de l'entreprise et de réinvestir dans d'autres entreprises pour passer la chance à d'autres que dans 10 ans ou 15 ans. Et ça, c'est pas la philosophie du business angel. Le business angel, il veut investir une somme à un moment donné, la ressortir et la repasser à d'autres entreprises pour accompagner le maillage du tissu économique avec la création d'entreprise et pas la création d'une entreprise. Ça, je pense que c'est un point important. La deuxième remarque que je ferai, et ça relie ce que vient de dire Sébastien et ce qu'avait dit Laurent tout à l'heure, c'est que c'est pas nécessairement. Alors, je vais parler des business angels, beaucoup plus que des autres financeurs, mais c'est pas nécessairement le business model qui va nous intéresser le plus au démarrage. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'équipe et le porteur de l'équipe. On investit, c'est un peu comme dans l'immobilier, on est assez basique dans nos critères d'investissement. On investit sur non pas l'emplacement, mais sur l'homme et l'homme, quoi, ou la femme, pardon. Mais en tous les cas, on investit sur les individus. Le projet permet d'ouvrir la porte. Là, si on parle par exemple de gériatrie, d'accompagnement de personnes en désorientation, ça, c'est des sujets qui nous intéressent, ils ont du sens. Donc ça ouvre la porte. Et une fois la porte ouverte, c'est les hommes qui nous intéressent. C'est ceux qui vont porter le projet et qui vont le vendre à d'autres, notamment à des financiers, parce qu'il faudra se refinancer tout au long de la vie de l'entreprise, mais également à des clients, également à pour Laurent, à tout l'organisme de santé, les ARS et autres. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser. C'est beaucoup plus la capacité de l'individu à porter ce type de projet. Le business model est important à un moment donné, mais ce n'est pas la clé pour nous, parce il est très difficile d'aller anticiper l'opportunité d'une rencontre ou bien un accident de normalisation, de réglementation ou je ne sais quoi. Donc, il est toujours très difficile de se projeter sur du chiffre
et de se projeter sur la performance économique. Mais c'est beaucoup plus facile de se projeter sur une capacité d'individu à porter un projet, à rebondir, à pivoter, à faire face à l'adversité, à bosser énormément, pour être tout à fait honnête. C'est des projets passionnants, mais c'est des projets qui demandent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Merci pour ces précisions. Laurence, est-ce que ça amène des Oui, questions? une autre question pour BPI, alors une question technique sur la bourse French Tech. Si on veut aller vers une bourse French Tech à 30 kg €, donc avoir une subvention, une bourse French Tech, une subvention à hauteur de 30 kg € pour un projet de 50 kg €, est-ce qu'il faut déjà avoir les 20 kg € dans l'entreprise, ou est-ce que pour que la bourse soit validée, ou est-ce qu'on peut emprunter c'est 20 kg € une fois la bourse validée? Alors, si je traduis la question, c'est est-ce que pour avoir des fonds propres suffisamment élevés, Voilà. l'entreprise ou le porte-projet va emprunter une somme De 20 kg €. C'est bien ça. Alors, de la dette reste de la dette, hein, évidemment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne va pas la requalifier en fonds propres ou en quasi-fonds propres. Donc, vigilance. L'important étant de garder une cohérence, et en fait, c'est ce que je vous disais, hein, si on prend, parce que bon, on a pas mal parlé déjà de BPI France, il y a beaucoup de projets évidemment qui émergent, forcément c'est très bien. Je vous le dis, ça fait partie des critères qui sont regardés attentivement. Et alors, il n'y a pas que le critère financier des fonds propres. Évidemment, les qualités humaines des porteurs ont été rappelées tout à l'heure par Arnaud, mais non, on ne remplacera pas du fonds propre par de la dette. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais… Une autre petite précision, quel est l'équivalent de la bourse French Tech Émergence pour les sociétés de plus d'1 an? C'est l'aide à la faisabilité, tout simplement. Aide à la faisabilité de l'innovation, c'est un dispositif de subvention également, qui fait partie du premier, on va dire, première step du continuum de financement. Et si on scinde un projet d'innovation de manière très, on va dire, très simple, hein, aujourd'hui la démonstration est très simple, hein, mais en 3 phases, on va dire que ça correspond à la phase 1, c'est-à-dire vraiment la faisabilité, on va dire, essayer de dérisquer au maximum les premières étapes d'un projet. Ce qui est bien avec BPI France, c'est qu'ils ont réponse à tout. Il y a toujours un outil de financement qui existe chez BPI France qui correspond à votre besoin, à l'âge du capitaine, etc. C'est pratique d'avoir une gamme de produits si étendue. C'est vrai que ça peut, alors on peut s'y perdre un petit peu parfois, mais finalement, le but étant, comme vient d'être dit, dites-nous qui vous êtes et on vous dira ce qu'on peut faire. Je reviens vers Arnaud pour nous parler là, en tant que ABAB, en tant qu'investisseur. C'est une question qui nous a été posée en amont du webinaire. C'est avec ce temps de Covid, il y a des entreprises, des secteurs qui ont davantage souffert. Est-ce qu'ils sont regardés par les investisseurs, ou bien est-ce que les investisseurs, ils ont fait leur choix, ils vont que sur du numérique ou des activités de vélo parce que ça a le vent en poupe en ce moment? Le vélo a le vent en poupe, c'est clair. Mais non, en fait, on a une confrontation de 2 mouvements. Il y a le mouvement Covid et puis il y a le mouvement appétence pour l'entrepreneuriat. Il y a énormément de personnes qui s'intéressent, et c'est une excellente chose, à l'entrepreneuriat. Le chef d'entreprise avait une mauvaise image pendant très longtemps, quelqu'un qui faisait travailler les autres, qui tirait profit de ces avantages-là, etc. Et ça a disparu, et heureusement que ça a disparu, parce que il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui, ne pouvant se lancer eux-mêmes, veulent financer des projets. Et donc, on a une confrontation avec une frilosité du marché, bien sûr, à cause du Covid, et des personnes qui arrivent et qui souhaitent
accompagner des projets. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a bien entendu des secteurs, la restauration par exemple. Il est vrai qu'en ce moment, c'est difficile de trouver du financement. Mais si je prends l'exemple d'Abab, le premier dossier qu'on a financé cette année, c'est un dossier qui accompagne le tracking visuel d'acteurs et de chanteurs sur des scènes. Et ça, on l'a financé au mois de janvier. Et c'est un très gros pour nous, c'est un gros tour de table. Alors qu'on n'a pas du tout de visibilité sur à quel moment on va pouvoir remplir des salles à nouveau. Mais on croit aux porteurs de projets, on croit en son innovation et puis il mérite honnêtement d'être accompagné. Donc, on n'a pas constaté de frilosité en termes d'investissement. Il y a eu un premier semestre qui était plutôt bon en 2020 et un deuxième semestre où il y a eu un coup de frein, effectivement. Le début 2021 commence plutôt sur une bonne pente. La seule particularité, c'est que ça relie tout à l'heure, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur on pousse les entreprises à se valoriser cher et à quoi loin. Les médias ou je ne sais qui, le public, poussent les entreprises à se valoriser cher et à demander pas mal d'argent. Et la difficulté qu'on a à l'heure actuelle, c'est que quand on a des demandes de financement, maintenant on demande que le bouclage du financement soit atteint. C'est-à-dire que si jamais hier on demandait 200 000 euros et on disait ok on met 200 000 euros et puis voilà on les met tout de suite. Aujourd'hui, on nous demande 500 000 euros. Et nous, si on en met 250, on va dire OK, mais on mettra les 250 quand vous aurez trouvé les autres 250. Et on versera tout le même jour. Et chacun signera les packs d'associés, les prêts bancaires, etc. le même jour. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 1 an et demi, 2 ans. On finançait assez facilement en amont. En attendant, voilà, on faisait confiance sur la finalisation du financement. C'est moins le cas. Donc, il y a peut-être, on peut mettre là un aspect peut-être de frilosité. En tout cas, ça met un peu plus de temps dans les dossiers pour que les fonds soient versés. Donc là, il faut être un petit peu prudent par rapport à ça. Mais globalement, oui, il y a des secteurs sur lesquels, mais nous, on n'a jamais regardé à bas, on ne s'occupe pas de restauration et de commerce, je vais être franc, donc je ne peux pas me positionner précisément là-dessus, mais sur tous les autres secteurs, non, nous n'avons pas eu de frilosité particulière à regarder les dossiers ou à financer les dossiers. Il y a une vraie question qui se pose sur le PGE, bien sûr, parce que quand on finance une entreprise, souvent on la refinance une deuxième fois, une troisième fois, on fait plusieurs tours de table, c'est normal, on accompagne l'entreprise dans le temps, donc c'est normal, l'entreprise aura des jours fastes et des jours qui seront moins, et les jours où ce sera moins faste, elle aura besoin d'un refinancement. Et là, il y a une vraie question qui gravite autour des PGE. Que deviendront les PGE? Les PGE doivent être remboursés. On parle beaucoup de quasi-fonds propres. Alors, tout à l'heure, c'est la discussion qu'on avait, les quasi-fonds propres. Mais en fait, pour des financiers, ça n'existe pas, les quasi-fonds propres. Les quasi-fonds propres, c'est une appellation plutôt comptable qui permet de classer des dettes un peu plus haut dans le bilan, dans le passif du bilan. Mais ça reste des dettes. Alors, elles ont une maturité beaucoup plus importante, mais ça reste des dettes. Donc, ces dettes-là devront être remboursées, et c'est impératif, sinon tout l'argent perd sa valeur et il n'y a plus de raison de travailler, entre guillemets. Donc, ces dettes devront être remboursées à un moment ou à un autre. Et là, on va regarder quand même le taux d'endettement de l'entreprise, parce que mécaniquement, c'est bien les actionnaire qui paieront à un moment donné cette dette, puisque quand on vend une entreprise, on fait la valeur de l'entreprise moins la dette, et c'est ce montant-là qui se traduit sous forme de valeur de titre. Et donc, plus il y a de dettes, moins les titres sont importants, et donc les actionnaires, à un moment donné, qui ont acheté avant le Covid et qui se retrouveront avec des actions endettées, entre guillemets, vont perdre de la valeur. Donc là, il y a certainement un regard un petit peu plus pointu qui explique pourquoi, justement, on attend que les tours de table financiers soient bouclés, un regard un petit peu plus pointu sur l'endettement de l'entreprise, oui. Je rebondis et puis je pose cette question aux différents intervenants. C'est quoi pour vous un taux d'endettement acceptable ou raisonnable? Du côté BA, en tous les cas, c'est du 1 pour 1. Un de capitaux propres, un de dette. Puisque c'est le marché qui semble s'être orienté sur ces notions-là. Ouais, Et chez vous, je Marlène? rejoins Arnaud. Ouais, alors on va sur certains dossiers à un petit peu plus, mais c'est l'exception. On est souvent du 1 pour 1. On fait en sorte que nos clients, et on leur rappelle, nous, on finance du bas de bilan, on finance leur recherche, on finance l'immatériel chez eux. Mais pour se développer, la croissance nécessite une consommation de cash importante, dans certains domaines encore plus.
Et on leur dit, effectivement, si demain vous voulez lever des fonds, n'ayez pas un surcroît d'endettement parce que c'est un ratio qui est énormément regardé par les fonds, par les business angels, par tous ceux qui veulent rentrer en capital. Donc, ce que j'entends, c'est que le ratio, pour vous, il n'a pas changé, hein, c'est toujours les mêmes exigences avant ou après Covid. Simplement, aujourd'hui, les entreprises avec les PGE notamment, ont alourdi leur endettement. Donc, raison de plus pour se renforcer en fonds propres pour maintenir ce ratio. Hein. Vous êtes Une d'accord? dernière question. Peut-être une dernière question? Vas-y. Alors une question de Karim, de CEO de Célérifère. Faut-il choisir son mode de financement ou d'intervention de financeurs extérieurs en fonction de l'étape d'avancement de son projet ou bien le montant nécessaire à sa concrétisation? Est-ce que c'est fonction de l'étape d'avancement ou du montant nécessaire? C'est fonction de l'étape d'avancement et corrélé avec le montant, oui, forcément. C'est les deux. En fait, si vous avez une idée, un projet et que vous n'êtes pas sûr de sa monétisation, je dirais n'empruntez pas d'argent, faites plutôt de la love money, puisque il faut savoir si votre idée, elle va pouvoir être commercialisée, si elle peut déjà être industrialisée, commercialisée, est-ce qu'elle peut se déployer, est-ce que le marché va l'accepter? On voit des domaines d'intervention où effectivement l'acceptation marché peut être très très longue, hein. Donc je dirais que les deux sont corrélés en fait, le montant du projet et effectivement le moment, enfin les étapes clés dans lesquelles vous êtes. Il faut bien voir qu'il y a le financement, il provient de la sphère privée et de la sphère publique. Quand le financement provient de la sphère privée, il y a des organismes de financement, des fonds par exemple, qui ont des structures. Et la structure ne peut pas investir des tickets de 50 000 ou 100 000 euros sur des dossiers. Ils n'ont pas le temps d'instruire. Ce sont des gens qui rendent compte auprès de leurs bailleurs de fonds. Donc, pour rendre compte, ils sont obligés de montrer qu'ils ont fait leur travail et ils l'ont fait correctement. Donc, ils ont besoin de mettre des diligences juridiques en place, des diligences financières. Ils vont appeler une extinso pour aller mener des audits, par exemple. Ils vont aller nommer des cabinets d'avocats pour aller instruire le dossier et puis monter le dossier juridique. Donc, en fonction du financement, il y a des dossiers sur lesquels les fonds n'iront pas parce que le montant est trop faible. Et donc, ça leur coûterait beaucoup trop cher de monter des dossiers. Donc, il y a ce critère-là aussi qui est à prendre en compte. Et ensuite, selon la palette des fonds, il y a des fonds qui ont des capacités d'investissement très importantes et d'autres qui ont des capacités d'investissement limitées. Et ça, on les connaît. C'est assez facile d'avoir le classement des fonds, si je parle de fonds. De manière à savoir dans quelle frange de financement ils se positionnent. Des business angels, c'est un petit peu différent. Vous pouvez avoir un business angel on va plus parler dans la presse de family office, de personnes qui ont un gros patrimoine et qui préfèrent investir en direct que passer par des fonds. Alors, ils ont monté leur structure ou pas, mais on peut les qualifier un petit peu plus de family office. Ceux-là ont des capacités d'investissement importantes, équivalentes à des fonds, mais elles sont extrêmement courtisées, vous vous en doutez. Et donc, elles ont un nombre de dossiers à traiter qui est très important. Donc, c'est plutôt en fonction du montant que vous voulez, vous aurez une typologie de financeur qui vous sera proposé, un choix que vous aurez à faire, mais en fonction du montant. Et puis ensuite, bien entendu, en fonction de l'avancement, il y a des fonds qui ne vont que sur du développement, il y a des fonds qui avaient disparu de l'amorçage lors de la crise de 2008, et 2000 d'abord et 2008 ensuite, et qui reviennent en amorçage aujourd'hui. Il y a beaucoup de fonds qui reviennent sur l'amorçage. Et il y a beaucoup d'argent ISR qui ne trouve pas à s'investir sur des sociétés en développement et donc qui commencent à s'intéresser à l'ISR, l'investissement socialement responsable, l'ISR startup. Donc on a un peu plus de monde en termes de fonds d'investissement qu'on en avait il y a 2 ans ou 3 ans sur les jeunes entreprises. Il y a de plus en plus de business angels et de love money. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un vrai intérêt pour l'entrepreneuriat et c'est tant mieux. Donc, ça dépend vraiment de votre projet, du montant et du stade d'avancement. Mais vous avez systématiquement une réponse à votre besoin. Et là, je parlais plus de la sphère privée. La sphère publique, voilà, la BPI a fait un travail absolument exceptionnel, et notamment depuis la période Covid. Et la BPI est sur quasiment tous les maillons du financement, avec différents véhicules, mais tous les maillons du financement. Arnaud, j'ai encore une question. Combien de dossiers vous financez chaque année?
Et est-ce qu'il n'y a pas une tendance tout de même chez les investisseurs à refinancer des dossiers de leur portefeuille plutôt qu'à aller voir des nouveaux dossiers? Combien? Alors, on reçoit à peu près 110 dossiers par an. Là, c'est vraiment de l'envoi pur ou bien de la sélection que nous, on peut faire en rencontrant des personnes. Sur les 110, on va en instruire 30, 38, 40, on va dire 40. Et sur les 40, on en finance à peu près 15, parce qu'il y a des décalages de temps, mais à peu près 15. Par contre, on peut revoir un dossier une deuxième fois, une troisième fois. Si on ne l'a pas financé la première fois, on pourra peut-être le refinancer 1 ou 2 ans après. Ensuite, est-ce qu'on n'a pas tendance à refinancer les dossiers plus qu'à aller chercher de nouveaux dossiers? J'ai envie de vous dire non. Parce qu'on est très intéressé. C'est passionnant le business angel parce qu'en fait, vous visitez l'entrepreneuriat par procuration. Donc, si c'est refinancer des dossiers que vous connaissez déjà, c'est pas très drôle. Si c'est découvrir de nouveaux projets, de nouvelles équipes et essayer de les accompagner, c'est beaucoup plus excitant. Donc, oui, ça j'en doute pas, mais dans ma question, il y avait évidemment le sujet de la situation économique et un investisseur, il est soucieux quand même de la survie de certains de ces dossiers avant tout, avant d'aller en encore des nouveaux. On a affaire, les business angels en général sont des entrepreneurs. Ils sont passés par des étapes de facilité, de difficulté. Et ils savent qu'à un moment donné, il faut savoir accepter prendre sa perte. Donc, il faut savoir à un moment donné peut-être ne pas refinancer. Alors, je suis mal placé pour parler parce qu'Abab est le premier refinanceur dans les réseaux de business angels en France. Donc, ça veut dire que nous sommes ceux qui faisons le plus de second, troisième, quatrième ou cinquième tour. Il n'existe pas de vérité dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est le discours que je tiens pour inciter les gens à réinvestir sur les dossiers. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et on l'a eu plusieurs fois, et on l'a encore en ce moment d'ailleurs, des dossiers qui ont failli tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qui ont été financés au dernier moment, et qui finalement, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, finissent par très bien marcher et très bien se vendre. Donc, il n'existe pas de vérité. Celui qui vous dit, moi je sais, je suis meilleur, je suis capable d'analyser les dossiers beaucoup mieux que les autres, en tout cas dans l'amorçage, moi j'y crois pas une seconde. Mais bon, ça c'est une histoire d'ego, ensuite c'est autre chose. Ensuite, sur l'appétence pour le refinancement, oui, j'aurais tendance à dire que celui qui a mis un ticket dans une entreprise, il n'a pas tellement envie de voir le ticket. Il a mis 5 000 euros dans une entreprise ou 10 000 euros dans une entreprise, il n'a pas envie de voir du jour au lendemain ces 10 000 euros devenir zéro. Donc, il a peut-être tendance à vouloir réinvestir. Maintenant, il le fait avec raison parce qu'il a déjà dirigé les entreprises, il a déjà géré des plans de trésorerie, des devoirs d'investissement, de recapitalisation et des choses comme ça. Et donc, il sait à peu près dans quel horizon il se situe. Merci. Alors, il y en a à qui j'ai moins donné la parole. Marlène, par exemple, on va arriver au terme hein, de nos échanges. Évidemment, ça ne pourra jamais être exhaustif, mais l'idée, c'est de bien prendre conscience de l'importance de capitaliser suffisamment. On n'a pas parlé suffisamment du renforcement des fonds propres dans le développement d'une PME, mais jusqu'à l'entrée en bourse, hein, qui est aussi une façon également de renforcer ces fonds propres. Marlène, est-ce qu'il y a des messages que vous souhaitez transmettre, partager là aujourd'hui, et notamment peut-être des messages vis-à-vis de Laurent? Ah, Marlène, on ne t'entend pas. Ah, là, c'est mieux, non? Oui. Sur le renforcement des fonds propres, c'est un sujet qui est important. Il ne faut jamais sous-estimer sa consommation de cash dans une société. C'est un point qu'on regarde et qu'on discute beaucoup avec les porteurs de projets qu'on voit. Certaines activités, pour vous donner un exemple concret, quand on voit une société de e-commerce, par exemple, qui n'a pas mis d'AdWords dans son prévisionnel, on sait pertinemment que la consommation de cash de la société a été sous-estimée. Donc ça, c'est un premier point. Parce que souvent, au départ de la société, on essaye de calculer au plus juste. On va chercher la subvention BPI, la première étape, et puis on calcule au plus juste pour essayer de développer son projet. Mais il ne faut jamais sous-estimer la consommation qui va arriver, surtout si le projet démarre plus vite que prévu. Les fonds propres, ça permet aussi d'absorber les aléas de la vie d'une société. Et l'année 2020 en est un très bon exemple.
Sans fonds propres, il y a des sociétés aujourd'hui qui ne vont pas survivre et on le sait. Et donc, les fonds propres sont vraiment importants pour absorber les aléas de la vie, qu'ils soient causés par un décalage dans l'entreprise, par un mauvais recrutement ou par un contexte sanitaire comme on le connaît aujourd'hui. Et puis, Yoann l'a rappelé, hein, je ne vais pas le paraphraser, mais la notion d'entreprise en difficulté est importante. Et cette notion, elle rejoint ce que je viens de vous dire précédemment, c'est qu'une entreprise en difficulté, ça signifie qu'elle n'a pas assez de fonds propres pour faire face à sa croissance et du coup pour faire face aux aléas de la vie. Donc, c'est d'où la notion de renforcement des fonds propres. Après, chaque dossier est unique. Aujourd'hui, on a parlé de manière, je dirais, générale, mais chaque dossier est unique et il ne faut pas hésiter à échanger avec un interlocuteur de l'innovation. Ok, le mot de la fin peut-être avec Laurent. Laurent qui a écouté avec assiduité voilà, les experts du financement. Alors peut-être un mot de conclusion et puis peut-être un conseil, une recommandation pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites qui me font réagir. Je n'ai pas réagi avant exprès pour laisser tout le monde s'exprimer. D'abord, l'entrepreneur lui-même, il faut qu'il soit extrêmement honnête envers lui-même, son équipe et le projet. Je crois que c'est hyper important de savoir, on sait très bien au fond de nous où on va, où sont les opportunités, quels sont les risques, quels sont les coûts. Et je crois qu'il faut être relativement honnête parce que c'est déjà assez difficile d'entreprendre. Donc, soyons extrêmement vigilants. Ce que vient de dire Marlène, notamment par exemple sur les AdWords, moi, là, on vient de travailler sur notre BP et effectivement, on se rend compte que la commercialisation va nous coûter de l'argent et qu'on ne va pas mégoter sur cette commercialisation parce que c'est ce qui va nous faire tenir, c'est ce qui va nous permettre de générer de l'EBE à un moment donné et on en a besoin d'EBE. Donc, ça, c'est la première chose, être vraiment honnête avec soi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, notamment sur son besoin en trésor, évidemment avec les conséquences que ça peut avoir sur la constitution des fonds propres ou le renforcement des fonds propres. La deuxième chose, c'est il y a beaucoup de gens qui savent, il y a des avis qui sont parfois pas forcément agréables à entendre. Nous, on a été accompagnés par des experts comptables, on a été accompagnés par des personnes qui sont des sachants du mécanisme ou des mécanismes de financement de l'innovation. Et on a eu l'humilité de les écouter, on a toujours l'humilité de les écouter. On n'est pas sorti d'affaires, on commence notre commercialisation, on sait où on va au niveau R&D, on a une ambition très forte parce qu'on ne fait pas ce projet pour, encore une fois, pour monter une petite plateforme. On veut vraiment être le leader dans le domaine qui est le nôtre. C'est hyper ambitieux, on ne sera pas les seuls. Et donc, essayons d'être super vigilants dans l'écoute des gens qui ont une bonne idée sur le risque financier, effectivement le risque de couverture, le risque de gestion des fonds propres. On a parlé tout à l'heure d'immobilisation. Nous, on travaille beaucoup sur la production immobilisée. On fait très attention à ce qu'on fait au niveau du calcul du crédit d'impôt recherche sur la Prodimo, notamment la production immobilisée. Donc pour ça, on fait appel à des experts, on discute avec eux, on essaie de comprendre leurs arguments, leur métier, et puis on se fait un avis, une opinion. Il n'y a pas de science exacte. Comme disait Arnaud tout à l'heure, moi, je n'ai pas trouvé de gens capables de nous dire voilà, votre boîte aujourd'hui, elle vaut tant, voilà ce que vous serez capable de lever. Et donc, c'est effectivement un pari sur les hommes, un pari sur leur engagement. Et puis, moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs dans mes activités. J'en accompagne quelques-uns bien modestement en tant que juste consultant, indépendant et bénévole. Et je trouve qu'il y a une énergie incroyable chez les porteurs de projets. C'est les artistes d'aujourd'hui, les porteurs de projets, vu que les artistes n'ont plus accès à la scène. C'est terrible. Donc, courage à tous, battez-vous, travaillez bien vos projets, travaillez vos pitchs. Et j'ai fêté, je l'ai mis dans mon compte-rendu hebdomadaire de la semaine dernière, j'ai fêté le 400e pitch de Smart Macadam en fin de semaine dernière. Donc, c'était un grand événement. Donc, vous voyez, 2 ans d'existence, 400 pitchs pour arriver à parler de l'entreprise, à convaincre autour du projet. Et ce n'est que le début, c'est pas fini. Et maintenant, j'ai une équipe et ils prennent le relais. Bon, super. On va s'arrêter là. Merci infiniment pour le temps que vous avez accordé. Et puis sur ces sujets qui sont, c'est des sujets récurrents, mais on a besoin de rappeler et de donner confiance aux entrepreneurs qui ont besoin de vous pour les aider à financer leur affaire.
Voilà, en tout cas, le message, c'est que Atlampol reste aux côtés des entrepreneurs et vous voyez qu'on a cette capacité à vous mettre entre de bonnes mains et de mobiliser les bons partenaires au bon moment. Voilà. Et tous les partenaires qui sont intervenus cet après-midi restent évidemment à votre disposition. Vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire en ligne sur le site d'Atlampol et juste un petit mot sur le prochain rendez-vous. Ça sera au mois d'avril, dans moins d'un mois, ça viendra vite, et on va parler d'expérimentation. On sera le vendredi 23 avril, fin de matinée. Nantes, territoire d'expérimentation, comment tester son innovation en conditions réelles, et on aura plusieurs intervenants, dont le Nantes City Lab, le Fonds de Nantes Transition pour financer ces expérimentations et les expériences de la Samoa également. Donc, ce sera tout à fait intéressant de pouvoir passer à l'échelle et rencontrer son marché grâce à ces expérimentations. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, bonne fin de journée et encore un grand merci à nos intervenants. Et à bientôt.